Adapter un roman en film, c'est une tâche très difficile. Il faut conserver certains éléments, en éliminer d'autres, tout en gardant la pensée que, peu importe les décisions prises, la team, c'est toujours mieux. Dans le livre, va finir par pointer le bout de ses fesses pour vous dire que vous devriez cesser d'exister. Je considère qu'il y a 6 types d'adaptations cinématographiques de romans. 1. Celle qui éclipse l'œuvre originale et rassemble ses propres fans. Là où les libertés prises sont bien reçues et on pense notamment à Jurassic Park, dont je suis sûr que quelques-uns d'entre vous apprennent maintenant qu'il s'agit d'un livre à la base. Si c'est votre cas, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'illumination du genre. Autrement, abonnez-vous quand même, si je me fie à mes chiffres, vous êtes nombreux à ne pas l'avoir fait. Deuxièmement, on a les adaptations copier-coller, beaucoup plus rares cette fois-ci, je pense notamment à La Ligne verte. Je vous assure que si vous avez vu le film, vous avez lu 96% du roman, bande de petits rats de bibliothèque. Troisièmement, nous avons les adaptations très libres qui ne partagent que le titre de l'œuvre originale. On parle de liberté prise et non de trahison. C'est le cas de Shining, comme quoi Stephen King est aux deux bouts du spectrum. Mais si vous me disiez Ready Player One, vous seriez aussi dans le correct. Quatrièmement, l'adaptation qui divise les fans. Certains disent que c'est une horrible trahison sans nom et d'autres que c'est un bon produit à sa façon. On parle ici de Game of Thrones ou d'Harry Potter. Numéro 5, les adaptations qui ouvrent une porte, ces œuvres qui sont un énorme doigt levé dans le ciel à tous les fans du roman, mais qui, au final, convainc assez le grand public pour avoir droit à une seconde chance. On parle ici d'œuvres comme Percy Jackson, qui méritent d'avoir sa propre vidéo dédiée, alors mentionnez-le en commentaire si ça vous intéresse. Et finalement, 6e catégorie, les adaptations où on regarde ce que l'on a et on dit tout simplement pourquoi ça existe. Ce qui sera notre sujet pour aujourd'hui, je vous présente la pire adaptation cinématographique de tous les temps, le film de 2015, Le 7e Fils. Salut, stationnalisation, et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. J'ai vraiment pas envie. Le matériel de base. Donc le film Le 7e Fils est une adaptation cinématographique de ma série littéraire préférée, l'univers de l'épouvanteur aussi appelé The Wardstone Chronicles, écrit par Joseph Delaney. On y suit les aventures de Thomas J. Ward, qui a 7 frères et il est le plus jeune. Il est donc le 7e fils de sa fratrie et son père lui-même était le 7e fils. Cette condition lui donne certains pouvoirs comme résister à la magie noire, sentir la proximité des créatures de l'obscur ou voir clairement dans l'obscurité. Il suivra les enseignements de John Gregory, un épouvanteur de profession qui possède les mêmes dons. Un épouvanteur, c'est un chasseur de ghouls, de démons, mais surtout de sorcières. Il protège le comté contre ces créatures démoniaques, mais est aussi détesté par ses habitants à cause de toutes les horreurs qui l'attirent. Ensemble, Tom, Maître Grégory et son amie Alice rencontreront d'horribles créatures comme Lizzie l'osseuse, Mère Malkin, la sorcière Morwen qui m'a donné des cauchemars quand j'étais jeune, mais aussi des dieux vampires, Golgoth le seigneur de l'hiver et Satan en personne. Le premier tome sortira en 2004 pour s'achever 13 tomes plus tard, pour laisser sa place à une série de 3 autres livres pour elle-même laisser sa place à un spin-off qui est aujourd'hui encore en cours de parution. Hop, 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 on arrête ça tout de suite. Je viens de me rendre compte au montage que j'ai dit une grosse connerie. Il y a bien un spin-off qui s'appelle Brotherwolf. J'ai lu le premier tome, c'est pas trop mal, mais je ne pense pas qu'on va en voir plus dû au fait que le 16 août dernier, Joseph Delaney a malheureusement décédé. Petite info qui me semblait nécessaire et que je me suis rendu compte juste après avoir fini l'écriture, le tournage et la recherche pour cette vidéo. Tu me diras, si j'avais fait ma recherche comme du monde, je m'en serais peut-être rendu compte. Mais hey, hein, la section commentaires est ouverte pour les insultes. Ça, c'est pour les anglophones, parce que oui, pour nous, francophones, les livres 14, 15 et 16 ont été édités comme faisant partie de la série principale. Sachez-le, après le tome 13, vous rentrez techniquement dans une nouvelle série. Ce qui rend l'épouvanteur très particulier, c'est que c'est une prise fraîche et originale sur le concept d'heroic fantasy. Parce qu'à l'opposé des mondes comme Eragon ou encore Lord of the Ring, l'épouvanteur se passe dans un homologue de notre monde en Angleterre, saupoudré de magie païenne, mais aussi de religion hébraïque. Il se déroule en Europe, on y retrouve donc des thèmes historiques comme la guerre et l'Inquisition. La magie est présentée de façon ésotérique, dans le sens où les antagonistes l'utilisant sont vus comme des serviteurs de l'enfer et les créatures qui en découlent sont connues du public, mais aussi traitées comme des sortes de démons plutôt que des êtres mystérieux. Voilà, un peu comme je disais dans la vidéo de Game of Thrones, l'épouvanteur c'est notre monde avec de la magie.
et non pas un monde alternatif où la magie existe. Voilà donc ce que c'est le Wardstone Chronicles et je m'en voudrais de vous spoiler, donc je vais vous avertir tout de suite, je vais parler de la série au grand complet. Cette vidéo est appréciable sans avoir lu les romans, de toute façon je sais qu'aucun d'entre vous ne sait lire, mais sachez que tous les livres sont disponibles en format audio. Il me semble même que la version anglophone est disponible sur YouTube gratuitement. Donc, un roman best-seller qui a su trouver son public et qui est apprécié par des milliers de fans à travers le globe. Il était une simple question de temps avant qu'une adaptation cinématographique ne rejoigne les studios. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Beaucoup de choses. Le début des ennuis. Avoir son roman préféré adapté en livre, c'est une lame à double tranchant. D'un côté, on est très excité de voir ce que ça va donner, et de l'autre côté, on sait comment ça finit généralement. Il y a de très bonnes adaptations de romans en film, et si jamais une vidéo sur le sujet vous intéresse, soyez sûr de le mentionner en commentaire. Mais avec le 7e fils, plus les nouvelles et les images sur le film sortaient, moins les fans étaient convaincus. Et c'est normal quand on voit la chose, le rôle titulaire de Tom a été changé d'interprète 3 fois, le réalisateur s'est poussé 4 fois. Plus les choses allaient, moins c'était convaincant et surtout moins ça ressemblait à l'épouvanteur. La date de sortie du film était constamment repoussée pour des raisons de problèmes de production et éventuellement le nom l'épouvanteur a été abandonné pour laisser sa place au titre Le 7e fils. J'ai une idée pour notre film adapté d'un roman que tout le monde connaît avec un titre reconnaissable. On change le titre. Aussi du côté effets spéciaux, Legendary Pictures a fini par donner 5 millions de dollars à Rhythm and Hughes Studio pour qu'il finisse le film, ce studio qui venait de faire faillite. Meilleure décision jamais prise. Finalement, c'est China Film Group qui explosera le budget à 110 millions de dollars, faisant un investissement égal dans un autre film à succès du même genre, Warcraft. Est-ce que quelqu'un commence à espérer de la qualité ici? Parce que si oui, vous êtes trop optimiste. Au fil du temps, les acteurs sont révélés sur des sites comme Allociné ou IMDb, et non seulement les acteurs ne sont pas reconnaissables dans leur rôle titulaire, mais en plus, on voit apparaître de nouveaux personnages qui ne viennent absolument pas des livres. Encore une fois, on parle d'une saga de 13 tomes, il n'y avait pas déjà assez de personnages dans l'épouvanteur pour qu'on doive en ajouter plus. Donc, pour pallier à ces petits problèmes et polémiques, les studios ont décidé qu'à la place de vendre le film comme une adaptation du premier tome de l'épouvanteur, ils allaient le vendre comme une inspiration de la saga au complet. On sait où ça s'en va. Donc cette adaptation, une inspiration, est censée raconter l'histoire de Tom Ward, histoire qui se passe sur plusieurs années, sur, encore une fois, 13 tomes, en un long métrage de moins de 2 heures. 1h40 de film. 13 livres. C'est pas mathématiquement favorable. Et on n'est malheureusement pas au bout de nos peines parce que cette adaptation inspiration, finira par sortir en 2015 après avoir été repoussée 4 fois, cumulant au passage des scores catastrophiques. Mais en tant que tel, la production du film avait commencé en 2012, ce qui veut dire qu'à l'époque, le scénario était déjà bouclé. Et encore une fois, je me permets de rappeler, ce film est censé raconter l'histoire au minimum des 13 premiers livres. Mais, sachez-le, ce film, qui a commencé sa production en 2012, essaye de s'inspirer d'une saga littéraire qui s'est finie en 2013. Ça veut dire que le matériel que ce film adapte, s'inspire de, n'était pas sorti à l'époque où la production a commencé. Adapter ou s'inspirer de quelque chose requiert un élément commun, du matériel source. Et ici, il n'y avait plus de matériel source vers la fin. C'est comme si on avait Harry Potter 9, le secret de la brosse à toilette enchantée. Donc, récapitulons d'une adaptation d'un livre, on est passé à une inspiration de 13 livres dont les 2 derniers ne sont même pas encore sortis. Ça donne quoi? Le film en lui-même, c'est de la grosse gueulasse. Objectivement, autant au niveau adaptation, inspiration, qu'au niveau cinématographique. On va commencer par donner le crédit où le crédit est dû. Jeff Bridges, au niveau du casting, est le visage de John Gregory. C'est un choix d'acteur parfait. Le problème du personnage vient principalement de son écriture. Parce que oui, il y a un gros problème dans ce film, c'est-à-dire les personnages valises. Comme le film adapte, s'inspire de une saga de 13 livres, il y a énormément d'éléments que l'on veut mettre dans le film et pas assez de temps pour tous les mettre, donc on les fusionne. Beaucoup de personnages se retrouvent affublés des traits de caractère de plusieurs personnages des romans. Pour John Gregory, il est un modèle de droiture. C'est un professeur dur mais juste et un épouvanteur digne de ce nom dans les livres. À son opposé, on a un autre épouvanteur qui a fini par trouver du succès en la personne de Bill Arkwright, qui est connu pour être violent avec ses apprentis, colérique et alcoolique, mais qui apprendra à devenir
un meilleur professeur, principalement à cause du personnage principal, Tom. Et quand on prend ces deux personnages que tout oppose et qu'on les cogne ensemble à la vitesse de la lumière, on obtient le John Gregory de l'adaptation cinématographique. Oh, désolé, l'inspiration cinématographique. C'est-à-dire un homme lunatique et impatient, colérique, qui projette une aura de sagesse, mais qui, en pratique, est un incompétent comme il ne s'en fait plus. Par exemple, dans les livres, un des sayings les plus célèbres de John Gregory est « Petit, n'aie jamais peur de poser une question », du simple fait que Gregory est au courant du potentiel réel de Tom et qu'il veut en faire le meilleur épouvanteur possible. Il est vraiment intéressé à lui apprendre le métier. Ici, comme tout bon professeur, John passera son temps à rabaisser son nouvel élève et à lui dire que ses questions sont stupides. Non mais tu nous le dis si t'as pas envie d'essayer, nous on va aller devenir boulanger, quelque chose. La méchante du film est jouée par Julianne Moore, brillamment même. Elle embrasse son rôle, c'est encore une fois un très bon casting. Mais les décisions derrière sont pathétiques. Malkin, ici dans le film, est la fusion de Meg Skelton, l'amante de John Gregory, et de Mère Malkin, la leader du clan Malkin, un des plus grands clans de sorcières du comté. Le problème avec Mère Malkin, c'est qu'elle apparaît vite à la fin du premier livre pour revenir quelques tomes plus tard sans réelles incidences. En ce qui concerne Meg, c'est une sorcière lamia, c'est-à-dire qu'elle est une partisane de l'obscur, elle utilise la magie noire et de plus en plus qu'elle avance dans ce chemin, elle peut devenir ce qu'on appelle une lamia sauvage, c'est-à-dire plus animale qu'humaine. Elle peut commencer à s'attaquer à tout ce qui passe, devenir sanguinaire et dangereuse. Mais au fil du temps, elle devient beaucoup plus aimable comme personne pour devenir objectivement un être humain décent. Mais pas dans le film, c'est une personne horrible. Ils ont relativement la même esthétique et le même rôle, mais c'est fait avec le cul. Toute la subtilité du personnage et de sa relation avec Gregory dans les livres est que Meg est une personne foncièrement bonne et qu'elle apprend à exploiter ce côté d'elle-même. Elle aime profondément l'épouvanteur, peu importe ce qu'elle est par nature, à savoir une sorcière dangereuse. Ce qui rend sa relation avec l'épouvanteur très compliquée parce qu'il sait que si un jour elle finit par péter les plombs et par rentrer dans une folie meurtrière, ce sera sa faute à lui. Dans le film, elle est simplement un monstre. C'est une personne horrible et on se demande comment John Gregory a pu tomber amoureux d'elle. Non, c'est pas vrai, on le sait comment il a pu tomber amoureux d'elle. C'est un vieil alcoolique bipolaire et autodestructeur, mais vous voyez où est le problème. Parlant des méchants, on a aussi Lizzie l'osseuse, une des antagonistes principales de la saga, qui dans le film finit par aider les personnages principaux. C'est comme si t'avais Darth Vader qui prenait le thé avec Luke à la fin de l'épisode 5. Luke, je n'ai plus de camomille. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Finalement, nos deux personnages principaux, Tom et Alice, joués par Ben Barnes et Alicia Vikander. C'est probablement le pire choix du film. De un, regardez ça, ils ont 40 ans. Le fait étant qu'être jeune pour Tom et Alice dans leur homologue papier, c'est très important. Une bonne partie de leur quête, c'est de comprendre qu'ils doivent grandir trop vite et de passer à l'âge adulte, alors qu'au début de la saga, ils sont âgés de 12 ans. De deux, du côté de Alice, exit la petite fille rusée et courageuse pour laisser place à un rôle féminin de soutien creux sans réelle substance ou personnalité. Et ensuite, pour Tom, parlons de Tom dans les livres. Si je vous demande de me décrire Thomas J. Ward dans les livres, vous me direz que c'est une personne intelligente. En fait, c'est probablement même un enfant surdoué, qui est un élève attentif, calme et respectueux, mais qui surtout a le cœur sur la main. C'est ce qui le rend un bon personnage dans les livres, c'est que, de manière générale, c'est une personne très sympathique, une personne avec qui on a envie de passer 13 tomes. Et avec cette adaptation, inspiration, on a ce que j'aime appeler le syndrome Han Solo. Un personnage sarcastique et irrespectueux dont le seul vrai trait de caractère, c'est d'emmerder l'autorité. Encore une fois, petit détail qui m'avait échappé à la rédaction de cette vidéo du simple fait qu'il y avait tellement de choses à dire, c'est le personnage de Tusk. Tusk, dans le livre, c'est le fils de Mère Malkin et de Satan en personne. C'est un gros antagoniste qui est là pour être le bras armé de la sorcière Lizzie l'osseuse. Il est grand et imposant et quand Gregory le tuera dans le premier livre, ça montre la puissance de l'épouvanteur. Dans le film, c'est un serviteur de Gregory. Vous me direz, c'est une adaptation, oui, mais là on fait littéralement changer un personnage de camp. D'autant plus que dans le livre, Gregory a bien un serviteur de l'obscur en la personne de Cratch, qui est un gobelin qui prend la forme d'un chat. Je ne comprends pas ce changement. Cratch est un favori des fans de l'épouvanteur. Tusk n'est pas si iconique que ça puisqu'il est présent dans 2 livres sur 16, sans parler du fait que d'avoir Cratch dans le film, ça aurait été l'occasion de voir un gros charreau péter la gueule d'un dragon. Et ça
Ça aurait pas pu sauver le film, mais c'est un pas dans la bonne direction. En ce qui concerne les personnages, on notera notamment l'absence de Grimalkin, la sorcière assassine du clan Malkin, qui finira éventuellement par changer de camp pour aider les personnages principaux. Et là, on se demande pourquoi Grimalkin n'est pas là. Elle a été élue LE personnage préféré des lecteurs. Elle est sans contredit le personnage qui a le meilleur backstory et probablement le meilleur développement, et ce sur l'entièreté de la saga. On parle d'une sorcière assassine, experte du combat à l'épée, qui changera de camp pour s'allier aux personnages principaux afin de prendre sa revanche sur le diable qui a tué leur enfant. Sorcière, assassine, en quête de revanche sur Satan, dont elle était l'amante. Comment ça ne s'est pas retrouvé à l'écran? Mais d'un autre côté, au point où on en est rendu, je suis content que ce merveilleux personnage soit tenu loin de cette adaptation. Oh, désolé, inspiration. Mais de l'autre côté, raconter 13 livres d'histoire en un long métrage d'1h40, prendre de mauvaises décisions de casting, repousser la date de sortie, changer de réalisateur et d'interprète de multiples fois et ignorer le personnage préféré des lecteurs. Est-ce qu'on est sûr à 100% d'avoir pris toutes les mauvaises décisions qu'il est possible de prendre? Parce que moi, je pense qu'il y a encore de la place. Est-ce que c'est même concevable d'avoir une adaptation, une inspiration aussi ratée sans faire exprès? Ce film crache à la face des livres épouvanteurs. Ce film crache à la face de Joseph Delaney. Ce film crache à la face des fans de la saga. Un film vient de me cracher à la face? C'est de la magie noire! Essayons de redevenir calme. Donc, pour le film en lui-même, du côté visuel, il n'y a rien d'extraordinaire, très honnêtement. C'est pas horrible, mais il n'y a jamais un moment qui te fait dire « Wow, c'est magnifique » ou qui reste gravé comme un exemple de bonne cinématographie. Les effets spéciaux sont moyens, les combats sont mous, c'est très mal filmé, et le plus gros problème, c'est que on oublie la signature visuelle des romans. Vous savez ce qui rend les monstres de la saga Épouvanteur si particuliers, c'est qu'ils ne sont en aucun cas impressionnants. Par exemple, les deux monstres principaux de la saga, on a les gobelins qui sont invisibles la plupart du temps et qui finissent souvent par prendre la forme d'animaux domestiques comme des chats. Et les sorcières, elles ont simplement l'air d'êtres humains qui ont besoin d'une bonne douche. Et même les trucs un peu plus heavy comme le Fléau, l'antagoniste principal du deuxième livre, qui est un des monstres les plus puissants que John Gregory a jamais dû affronter, c'est globalement un gros chien. Et ça pose beaucoup de questions et de développement dans les livres. Plusieurs fois, Tom se demandera si chasser des créatures de l'obscur si proches de lui physiquement et biologiquement, c'est juste par le fait qu'ils sont des créatures de l'obscur. Et surtout, ça élève le niveau des enjeux quand un monstre vraiment impressionnant comme le diable ou le dieu vampire rentre en jeu. Ici, on a l'équivalent médiéval de Godzilla et des dragons dégueulasses. Le film, il a vraiment été retardé 4 fois pour des raisons de qualité? Genre, quelqu'un a essayé d'améliorer ça? Et les studios ont vu ça et ont dit « c'est bien comme ça ?» Est-ce que l'Épouvanteur devrait être adapté? C'est la partie la plus frustrante de tout le projet. L'Épouvanteur est une histoire extrêmement difficile à adapter. On parle d'une saga littéraire d'une 20aine de tomes à présent. Ce serait faisable d'adapter la saga, peut-être en format de série de 4 ou 5 saisons, j'en ai aucune idée, partagez vos idées en commentaire. Mais le fait étant qu'adapter 13 tomes en 1h40 de film, c'est un pari impossible. Et c'est dommage, parce que les fans de la saga savent à quel point ça pourrait être excellent. On parle d'une saga qui mélange héroïque fantasy et horreur. Le potentiel visuel est énorme, presque infini. Et en 2023 et depuis plus de 40 ans, les adaptations cinématographiques sont reines dans les studios d'Hollywood. Vous avez vos lignes vertes, vos hits, vos Harry Potter, vos Lord of the Rings. Je pense qu'il est possible d'adapter l'Épouvanteur en une bonne production cinématographique. Le problème du film n'est pas le défi impossible qu'il tente de relever, mais le fait qu'il était juste intéressé à sortir un produit relativement inspiré d'une saga reconnaissable et que c'est du travail bâclé. Et ça devient encore pire quand on s'intéresse à ce que l'auteur Joseph Delaney a à dire sur le sujet. Delaney confiera que plus le projet avançait, moins il était facile de voir son œuvre adaptée. Il dira même qu'un de ses grands regrets est que Tim Burton n'ait pas pu finir le projet et qu'il soit parti après 1 an. Aussi qu'à chaque fois qu'un nouveau scénariste entrait en scène, ça devenait de moins en moins convaincant. L'Épouvanteur aurait pu être une excellente adaptation au lieu d'une mauvaise inspiration. Et ce film est aussi fun qu'un sociopathe bipolaire et dépressif qui te fait demander pourquoi t'es pas parti du restaurant 10 minutes plus tôt pour pouvoir attraper la séance de projection de Kingsman à la place. Je plaisante pas, c'est dans ce contexte que j'ai vu le film. Et encore aujourd'hui, je pense que je vais mourir, sachant qu'un de mes plus grands regrets sera que j'ai été
privé d'une bonne soirée dans ma vie à cause du 7e fils. Sur ce, mesdames et messieurs, dites-moi en commentaire comment vous verriez votre adaptation idéale du roman L'Épouvanteur et qu'est-ce que vous pensez de cette adaptation. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là si vous aimez frissonner pour voir pourquoi Coraline est le film d'Halloween parfait. Sur ce, partagez cette vidéo avec tous vos amis et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.